Ça marche, Françoise, votre micro? Oui, on va faire un test. Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième volet avec Françoise Bonnardel, donc autour de la crise intellectuelle du monde moderne. Donc après avoir abordé le problème sous la problématique, sous l'angle de l'identité, aujourd'hui ce sera donc sous l'angle de la culture, Françoise. Bonjour, excusez-moi. Voilà, donc je vais passer définitivement la parole à Françoise Bonnardel, bien sûr, mais non sans avoir précisé 2 ou 3 petites choses qui ont leur importance. Alors premièrement, sachez que pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui voudraient la réécouter, la séance d'il y a 15 jours donc sur l'identité est en ligne sur le site. Voilà, vous pourrez l'écouter. Alors le son n'est pas très très fort, mais ça reste très audible. Et deuxième chose que vous trouvez en ligne aussi, pour la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà eu, c'est la bibliographie, voilà, donc qui reprend l'ensemble des ouvrages sur lesquels Françoise Bonnardel s'appuie sur tout le cycle. Les ouvrages principaux, parce qu'elle n'a pas pu effectivement tout répertorier, mais en tout cas les principales références. Voilà. Et dernière chose aussi importante, donc vous savez que la dernière session aura lieu le samedi de Pâques. On est désolé, on n'a pas pu faire autrement, on avait les contraintes d'occupation de l'auditorium. Mais sachez que pour ceux qui seront là, Françoise Bonnardel et la bibliothèque, donc on vous proposera une dédicace de ces ouvrages à la fin de la séance. Donc voilà, plusieurs ouvrages qui rejoignent directement et malgré leur diversité, mais qui se retrouvent un peu toutes liées par tout un tas de thématiques que Françoise évoque aujourd'hui et donc la semaine prochaine. Merci, bonne conférence. Merci Hugues. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on a eu des... Oui, ça va? S'il y a des fluctuations dans le micro, vous me prévenez parce qu'il a tendance à bouger aujourd'hui. Bien, mais bonjour à tous et à toutes et merci. Et là, c'est bon? Bon, je vais essayer de le maintenir vertical. Merci d'être là nombreux ce samedi encore. Et je voudrais préciser qu'à propos de la bibliographie, Hugues Simard m'a suggéré, et il avait tout à fait raison, d'en rédiger une de manière à ce que vous gardiez une trace bibliographique des livres qui auront pu être cités. Je l'ai faite délibérément assez courte. Donc il y a des ouvrages que je n'ai pas mentionnés, bien sûr, mais parce que j'ai remarqué que les bibliographies trop longues sont dissuasives et provoquent un effet de panique, n'est-ce pas, en se disant « je n'arriverai jamais à lire tout ça, donc ce n'est pas la peine que je commence, il vaut mieux la ranger immédiatement ». Donc voilà, vous retrouverez dans cette bibliographie un certain nombre d'ouvrages qui auront été cités au cours de ces 3 interventions, puisqu'il y a aussi un certain nombre de textes sur la sagesse qui sera abordé la semaine prochaine. Alors, commençons, si vous voulez bien, par une question qui va me servir de transition entre la séance de la dernière fois et celle d'aujourd'hui consacrée à la culture. La question est toute simple. Est-ce qu'il y a un lien, et de quelle nature, entre identité et culture? Alors, ce lien, nous en entrevoyons l'existence sous 2 formes complémentaires. À savoir qu'aucune identité individuelle ne peut se former sans un apport extérieur, et donc sans ce que l'on appelle globalement la culture. C'est la première raison. Mais réciproquement, aucune culture n'aurait cet effet formateur si elle était dénuée d'identité. Ça veut dire que toute culture, au sens, je vais vous expliquer tout à l'heure les 2 sens de ce mot, mais aucune culture n'est dénuée d'identité. Sans ça, ça n'est pas une culture, elle n'a pas d'unité, etc., de forme en tout cas. Donc, il ne faudra pas nous étonner de retrouver, à propos de la culture, un certain nombre des questions relatives à l'identité, sans que ce soit redondant pour autant.
Et j'en prendrai un dernier exemple, sans vouloir m'étendre sur cette question qui nous ferait revenir en arrière. Mais vous vous souvenez que nous avons évoqué la dernière fois la difficulté de définir l'identité entre deux pôles. Le premier pôle, ce serait celui de ce que le philosophe Paul Ricoeur appelle la mêmeté, c'est-à-dire l'adéquation totale et définitive de soi à soi. Nous avons montré la dernière fois qu'aucune identité ne répond à cette définition. Et le deuxième pôle, ce serait celui de l'absence totale d'unité, de structure, qui ferait qu'on ne pourrait plus non plus parler d'identité, parce que finalement ce ne serait qu'une sorte de chaos informe. Et nous avons bien montré qu'une identité se structure toujours entre ces deux pôles. Et à cet égard, et vous allez voir pourquoi je rappelle cela, à cet égard, Paul Ricoeur, philosophe du XXe siècle bien connu, a inventé une notion qui est celle d'identité narrative. L'identité narrative, c'est-à-dire la possibilité de dire non seulement « je », mais de parler en son propre nom et de pouvoir raconter également sa vie. Et c'est ce qui m'amène à la notion de culture. Et pour préciser ce lien entre identité et culture. Et cela va nous permettre déjà d'entrevoir les deux sens principaux du mot culture. À savoir qu'au plan individuel, pour chacun d'entre nous, la culture donne la possibilité de raconter sa propre histoire, c'est-à-dire de la mettre en mots. Je ne parle pas évidemment simplement de la psychanalyse ou de techniques médicales ou paramédicales de ce type. Je veux dire que le fait d'acquérir de la culture nous donne à la fois du recul et nous donne également la possibilité de nous réapproprier ce qui appartient à notre passé, à notre famille, à nos ancêtres, etc., à nos lectures, etc. Donc, c'est là où vous voyez que dans la notion de culture intervient cette question de l'identité narrative. Et au plan collectif, puisque vous allez voir que la notion de culture recouvre ces deux plans. Eh bien, au plan collectif, toute culture est un grand récit ou un ensemble de grands récits que chacun s'approprie à sa manière et qu'il est à son tour capable de transmettre. Vous allez voir que la notion de transmission joue un rôle important par rapport à la notion de culture. Un certain nombre de grands récits. Je vous en donne un exemple. Quand on pense à la culture grecque, sous sa forme archaïque, à qui pense-t-on ? On pense à Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Bon. Quand on pense au Moyen-Âge chrétien, on pense aux chansons de gestes, on pense à l'aventure des chevaliers de la table ronde, etc. Bon. Donc, il semble qu'effectivement, au plan collectif, chaque grande culture ait élaboré des grands récits, qui peuvent être aussi des grands récits romanesques. La culture russe, immédiatement, on pense à quoi ? Dostoïevski, Tolstoï, Guerre et paix. Hein, ça nous parle autant de la Russie que des études savantes. Donc, chaque grande culture est liée à des grands récits. Des grands récits qui donnent justement son identité narrative à une culture, sa possibilité de se raconter elle-même, non seulement sa propre histoire, mais son imaginaire et tout ce qui la représente, tout ce à quoi elle peut s'identifier. Ce qui m'incite à poser une première question avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet en rappelant et en analysant les deux sens du mot culture, eh bien, au fond, la question, c'est la suivante. Ce qu'on qualifie de postmodernité, nous sommes dans la postmodernité, j'ai déjà eu l'occasion d'en dire quelques mots la dernière fois, eh bien, un certain nombre de philosophes, je pense en particulier à Jean-François Lyotard, qui a écrit un ouvrage là-dessus, affirment
que ce qui caractérise la postmodernité, c'est la fin des grands récits. Il n'y a plus de grands récits qui soient capables de nous représenter en tant que postmodernité. D'où ma question. Quelle histoire l'homme moderne, l'homme postmoderne, l'individu postmoderne, va-t-il pouvoir se raconter au titre de cette culture dans laquelle nous sommes néanmoins immergés? Est-ce que ce n'est pas là un déficit qui est très préoccupant et peut-être très préjudiciable? Mais d'autre part, est-ce que ces grands récits, ce ne sont pas les médias qui se les sont appropriés? Et au fond, est-ce que nous ne vivons pas quotidiennement, et en ce moment en particulier, mais pas seulement, puisque c'est tout à fait récurrent, est-ce que nous ne vivons pas une sorte de transfert de ces grands récits à travers les événements, n'est-ce pas, qui nous sont racontés? Et est-ce que nous ne vivons pas une évolution tout à fait significative de ces grands récits, qu'ils soient mythologiques, littéraires, religieux parfois, vers tout simplement la narration médiatique et donc un basculement vers le journalisme, n'est-ce pas, le journalisme sous toutes ses formes, des meilleurs ou des pires. Donc, je répète, est-ce que nous assistons à un transfert sur les médias qui nous raconte l'histoire que nous ne sommes plus capables de nous raconter pour nous cultiver? Et je voudrais vous lire un petit passage que je trouve tout à fait extraordinaire pour ma part, d'un texte de Nietzsche que je n'ai pas mis en bibliographie pour ne pas allonger démesurément. C'est un texte tout à fait extraordinaire aussi de Nietzsche, dont je recommanderais vivement la lecture à tous les établissements scolaires, qui s'intitule justement « Sur l'avenir de nos établissements d'enseignement » et qui a été écrit dans les années 1870, donc il y a plus de 100 ans. Et Nietzsche écrit ceci. Vous allez voir l'incroyable actualité de ce texte. Le journal se substitue à la culture et qui a encore, fût-ce à titre de savant, des prétentions à la culture, s'appuie d'habitude sur cette couche de colle visqueuse qui cimente les joints entre toutes les formes de vie, toutes les classes sociales, tous les arts, toutes les sciences. C'est dans le journal que culmine le dessin de SEIN, c'est-à-dire le dessin particulier que notre temps a sur la culture. Le journaliste, le maître de l'instant, a pris la place du grand génie, du guide établi pour toujours, de celui qui délivre de l'instant. Autrement dit, dans l'esprit de Nietzsche, non seulement il y aurait cette évolution de la culture vers le journalisme, mais d'autre part, nous serions confrontés à cette espèce de contradiction et d'opposition entre le fait que le journaliste, maître de l'instant, donc de l'éphémère, de l'instantané, etc., eh bien, se substitue à ces grands génies, à ces grands auteurs, à tous ceux qui ont bâti ce que nous appelons la culture et qui, eux, nous délivreraient de l'instant. Autrement dit, nous feraient entrer dans un espace et un temps différents. Voilà. Ce que je voulais rappeler, d'abord, pour commencer, concernant ce lien entre identité et culture que je pense pouvoir associer à cette notion d'identité narrative, concept dû à Paul Ricoeur. Alors, venons-en maintenant à la première partie, c'est-à-dire au double sens du mot culture. C'est absolument incontournable. Alors, on peut dire, et je l'ai déjà suggéré, il y a un sens individuel, personnel, et il y a un sens collectif. Alors, au sens personnel, qu'est-ce que c'est que la culture? Ce qui nous concerne, nous tous, chacun, mais à titre d'individu. Eh bien, c'est un processus de formation, j'emploierai souvent ce mot, de formation individuelle, ce que les Allemands, dans la langue allemande au moins depuis Goethe, nomment la Bildung. Bildung, c'est un mot, mais vous
Vous allez voir pourquoi, B-I-L-D-U-N-G, c'est le mot allemand, Bildung. Pourquoi? Parce que Bild veut dire la forme, hein, et que la culture, c'est un processus qui donne une forme. Pas seulement, madame. Oui, construction, mais mise en forme. Oui, la mise en forme, c'est la construction, effectivement, mais la mise en forme, du point de vue de la culture, c'est moins rigide que la notion de construction. Voilà, mais les deux mots, les deux sens sont effectivement valables. Donc, la culture met en forme, hein, elle donne une forme. Ce qui la distingue du dressage. Je parle de la culture humaine. Hein, c'est ce qui la distingue du dressage, que l'on réserve en général à l'animal, et du conditionnement. Du conditionnement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas non plus dans la culture, en particulier sous sa forme éducative, une certaine dose de conditionnement. Mais, en tout cas, pas un conditionnement à des fins idéologiques, c'est-à-dire, par exemple, pour fabriquer des parfaits consommateurs, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Ça, c'est un conditionnement, ce n'est pas une culture. Et d'autre part, ou bien à des fins politiques, c'est-à-dire obéir à la discipline du parti, par exemple, hein, quel que soit le parti. Bon, ça, c'est un conditionnement d'ordre politique, qui s'appelle d'ailleurs de la propagande. Bon. Alors, ce qui veut bien dire que la notion de culture, je vous parle là de la tradition humaniste, hein, de cette tradition classique et plus spécifiquement européenne. Bon. Ce qui veut dire que la culture est censée permettre d'échapper à la fois au dressage et au conditionnement dans le sens que je viens de rappeler. Et ce qui le prouve, c'est la haine de tous les totalitarismes pour la culture. Et ça va du sinistre Goebbels, n'est-ce pas, dont je vous rappelle le mot fameux, quand on parle de culture, je sors mon revolver, et ça va jusqu'aux talibans, hein, talibans et autres destructeurs d'œuvres d'art, etc., etc. Donc, ce que nous entrevoyons là, c'est que si la culture est tellement haïe de tous les totalitarismes, ça prouve indirectement qu'il y a dans la culture une force de résistance à toutes ces formes-là. Hein, et je les mets toutes dans le même sac pour le moment. Bon. Alors, je rappelle, mais je ne m'attarde pas puisque ce sera la deuxième partie de cette première partie, mais j'indique tout de suite que le deuxième sens du mot culture, c'est-à-dire le sens collectif, la conception qu'on peut qualifier d'anthropologique, sociologique, voire même ethnologique dans certains cas, c'est que la culture désigne l'ensemble des modes de vie, des mœurs, des croyances d'une collectivité à une époque donnée. Bon, ça, c'est une autre vision de la culture qui nous vient pour beaucoup d'ailleurs de l'école anthropologique américaine disons, qui s'est développée dans la seconde moitié du XXe siècle en particulier. Et j'y reviendrai dans un second temps. Donc, je voudrais d'abord essayer de préciser justement cette notion de formation dont j'ai donné quelques éléments il y a un instant à titre introductif. Alors, le premier point qu'il faut souligner, c'est le lien hypothétique de nos jours, mais enfin le lien originel entre culture et agriculture. À savoir que dans la culture persiste quelque chose qui vient de l'art de travailler la terre. À savoir, et ce lien a pour la première fois été mentionné par Cicéron, à savoir l'art et la manière de faire pousser, de faire grandir,
de faire s'épanouir, de faire fleurir, etc., etc., afin de pouvoir un jour récolter les fruits de ce qu'on a fait semer, de ce qu'on a semé et fait grandir. Bon. Donc, ce qui suppose que nous respections certaines dispositions natives, ce qui suppose aussi que nous respections certains rythmes naturels. Je vous cite ce passage du livre d'Hannah Arendt, qui est dans la bibliographie, qui est un des grands classiques, La crise de la culture. Hannah Arendt écrit dans ce livre « La culture, mot et concept, est d'origine romaine. Le mot « culture » dérive de « colere », qui est un verbe latin à l'infinitif, qui signifie cultiver, demeurer, prendre soin, entretenir, préserver, et qui renvoie primitivement au commerce de l'homme avec la nature, au sens de culture et d'entretien de la nature en vue de la rendre propre à l'habitation humaine. En tant que tel, il indique, ce mot, une attitude de tendre souci et se tient en contraste avec les efforts pour soumettre la nature à la domination de l'homme. C'est un passage très clair, je trouve, et très précis sur, à la fois, alors, l'origine du mot lui-même, c'est-à-dire ce lien, n'est-ce pas, que représente le rapport à la nature, qui serait plus ou moins inséparable de tout processus de culture. En tout cas, au moins quant à l'état d'esprit. Au moins quant à l'état d'esprit, même si les méthodes ont changé, évidemment. D'ailleurs, les méthodes de l'agriculture ont changé elles aussi. Alors, la question qui néanmoins se pose, ce rapport à la nature, de quelle nature va-t-il être? Est-ce qu'il va s'agir d'une complémentarité ou bien d'une conflictualité? Est-ce que la culture, ça va être au contraire de s'arracher à la nature, de la dominer, de la dépasser? Question complexe à laquelle je ne peux certainement pas répondre ici, mais en tout cas, c'est une question qui se pose. Le poète Schiller, contemporain de Goethe, disait par exemple que l'homme cultivé fait de la nature son ami et il respecte sa liberté en se contentant de réfréner son arbitraire. C'est en quelque sorte, ce serait en quelque sorte une régulation de la nature. Mais on ne partirait pas de rien, de zéro. Il y aurait toujours ce rapport à la nature, ce qui serait le fondement même de notre rapport à la culture. D'où ma question. Vous voyez bien que dans le monde contemporain, ce rapport à la nature tend, pour toutes sortes de raisons, à se distendre. Jusqu'où est-ce que l'on va pouvoir pousser la fabrication des artefacts, ce qu'on appelle des artefacts, c'est-à-dire des objets artificiels, et des artifices, sans que la nature reprenne le dessus? Et je crois qu'il faut noter que ce lien à la nature et à la terre, donc au sens au moins symbolique du terme, puisque dans les villes, le rapport à la terre est devenu vraiment très symbolique, eh bien, est fortement remis en cause aussi par les nouvelles technologies et par l'émergence d'un monde totalement virtuel, sans ancrage dans le réel. D'où, n'est-ce pas, la question, qu'est-ce qui va rester du sens originel du mot culture? Est-ce que nous allons vers une forme totalement nouvelle de culture qui aura justement rompu ce rapport à la nature? C'est évidemment là une grande inconnue. Mais enfin, voilà, le premier point important à noter, c'est ce lien originel avec la nature, avec cette interrogation, eh bien, est-ce que ce lien est en train de se défaire et est-ce que ce serait une des causes de la crise, justement, de la culture? J'y reviendrai dans la deuxième partie, parce qu'effectivement, on peut se demander jusqu'où l'homme va-t-il pouvoir prétendre se cultiver
en vivant dans un monde totalement coupé des rythmes naturels, de cette poussée naturelle qu'est la vie, etc. Alors, deuxième point, non moins important, c'est le rapport entre éducation et culture. Éduquer veut dire conduire hors de. Conduire hors de, c'est le mot latin ex ducere, conduire hors de. Alors, hors de quoi? Bien évidemment, de l'enfance, vers l'âge adulte. C'est là le but de toute pédagogie, qui vient du mot grec paideia, c'est-à-dire ce qui s'adresse à l'enfant, justement. Pédagogie dont les conceptions ont été évidemment très différentes selon les époques et les cultures, justement. Les cultures au sens anthropologique du terme. On n'élève pas un enfant de la même manière à Paris aujourd'hui, dans la brousse africaine et dans les montagnes himalayennes. Ce n'est pas la même éducation, non seulement de fond pour des raisons culturelles locales, mais par les conditions de vie. Bon, donc, néanmoins, quel que soit le contexte dans lequel l'éducation se déroule, eh bien, le but, c'est toujours de voir grandir l'enfant, de le voir grandir physiquement, moralement, intellectuellement et pourquoi pas spirituellement. Alors, la difficulté commence si on cherche à déterminer ce qui, dans ce processus, donc faire grandir, et vous voyez bien que ça a aussi rapport avec ce qu'on disait précédemment sur la nature, ce qui, dans ce processus de faire grandir, revient à l'enseignement. Qu'est-ce que c'est que l'enseignement? C'est l'acquisition de connaissances. Ce qui revient à l'éducation. L'éducation, telle que je viens de la définir, c'est plutôt un accompagnement vers l'âge adulte. Et à la culture. Alors, et à la culture. Mais alors, la culture, est-ce que c'est simplement la somme des deux, c'est-à-dire éducation plus enseignement, ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus? Est-ce que c'est un troisième terme qui vient s'ajouter, qui apporte quelque chose de plus? Alors quoi? La connaissance de soi et du monde, par exemple. Le respect d'autrui, mais ça on peut dire que l'éducation le donne aussi. Une liberté de penser, un univers personnel, un monde personnel que l'on se construit à travers les livres que l'on lit, la musique que l'on entend, les voyages que l'on fait, etc. Donc, si vous voulez, la difficulté, et je ne prétends pas la résoudre, parce que c'est toujours en situation qu'on l'apprécie. Et je pense que la situation de l'enseignement aujourd'hui nous montre bien l'ampleur de cette difficulté. Qui fait quoi? Qui apprend quoi à qui? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est par exemple l'enseignement qui se charge d'une éducation morale ou d'une éducation spirituelle, religieuse? Ou bien est-ce que c'est l'éducation, mais cette fois-ci au sens familial? Et en fait, est-ce que la culture, ce n'est pas ce qui, à partir de ces initiatives extérieures, va permettre à chaque enfant ou à chaque adolescent de se réapproprier l'ensemble de ce qui lui est transmis pour en faire un monde propre, c'est-à-dire pour construire justement son identité propre. Bon. Donc vous voyez là que nous ne savons pas très bien, au fond, s'il y a une spécificité de la culture par rapport à l'enseignement d'une part, à l'éducation d'autre part. Mais nous pouvons dire avec certitude que même si la culture est une sorte de jardin secret, qui serait le nôtre, si la culture est une sorte de luxe de l'esprit par rapport à des préoccupations beaucoup plus concrètes, gagner sa vie, nourrir sa famille si on en a une, etc., etc., eh bien,
Même si la culture est cela, ce jardin secret, ce luxe de l'esprit, on peut dire avec certitude qu'elle ne peut pas se constituer sans ses bases. Sans ces bases que sont d'une part les fondamentaux que l'enseignement est censé transmettre, je dis bien est censé parce qu'il semblerait qu'ils ne le peuvent plus le transmettre, ou dans des conditions maintenant rocambolesques, et d'autre part l'éducation, c'est-à-dire cet accompagnement privilégié d'un enfant que, évidemment, ses parents sont le mieux placés pour effectuer, et qui va lui apprendre des bases, mais d'autres bases. Des bases de vie en société, des bases d'éthique, des bases religieuses aussi, n'est-ce pas, si la famille le souhaite, etc. Donc, vous voyez bien que ce qu'on appelle culture peut aussi bien envelopper l'ensemble de ces processus que désigner plus spécifiquement, eh bien, finalement, ce qui en est en quelque sorte la quintessence, hein, la partie la plus noble, la partie la plus personnelle, la partie la plus privée, en quelque sorte aussi. Donc, voilà quelques remarques sur les rapports compliqués entre éducation et culture, et qui, encore une fois, ne peuvent pas être théorisés dans l'abstrait, mais sont à appréhender en fonction de chaque situation. Alors, troisièmement, je voudrais revenir un petit peu sur cette question de la formation, donc de la Bildung, au sens classique et humaniste du terme, parce que je pense que nous avons encore beaucoup à en apprendre et que ça n'est absolument pas lié à une époque qui est en gros celle du XVIIIe et du XIXe, et que nous ferions bien peut-être de relire un certain nombre de textes classiques à ce sujet. Alors, je ne vous parle pas par là de ce qu'on appelait au XVIIe la formation de l'honnête homme. Hein, vous avez dû entendre parler de cela, n'est-ce pas? Ça, c'est beaucoup lié au siècle de Louis XIV, c'est beaucoup lié aux comédies de Molière, n'est-ce pas? C'est-à-dire, finalement, cette teinture générale que l'on apprenait dans certaines couches de la société pour être, je dirais, à l'aise partout et pour avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui un vernis, n'est-ce pas? Un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, mais avec le souci majeur de savoir se tenir en société. Moi, je vous parle de quelque chose de beaucoup plus profond et que j'associe, je l'associe parce que l'histoire veut qu'on l'associe, à la personnalité en particulier de deux grands personnages qui sont Goethe, d'une part, le poète Schiller, d'autre part, et Nietzsche aussi, le grand philosophe Nietzsche que j'ai déjà cité. Goethe et Schiller sont en effet, je crois, les deux plus grands représentants de cet idéal classique et je dirais pas déjà romantique, non, ça n'a pas beaucoup de sens, de cet idéal formateur. Pour l'un comme pour l'autre, hein, je pourrais donner d'autres exemples, mais ces deux-là suffisent parce que c'est vraiment les deux grands, je crois. Pour l'un comme pour l'autre, la culture, le processus de culture, permet à toute personne qui s'y engage, n'est-ce pas, et qui s'y engage dans le temps, dans la durée. Ça n'est pas un processus qui se limite à l'enfance. C'est un processus qui engage l'homme toute sa vie. Hein, on se cultive toute sa vie. On ne se cultive pas comme ça pendant une période. Voilà. C'est un processus qui engage la vie entière et qui, à ce titre, engage le regard qu'on va avoir sur la vie, sur le monde, sur les autres, sur soi-même, etc. Or, ce processus vise à trouver un équilibre. Trouver un équilibre personnel, hein, pas un équilibre qui vous est imposé. Un équilibre entre ouverture au monde et retour à soi. Retour à soi dans la perspective justement de la formation de son identité personnelle. Ce que les anciens, les Grecs et les Romains, appelaient le souci de soi, hein, mais pas le souci
n'est-ce pas, le bien-être, le développement personnel, etc., etc. Le souci de soi, c'est-à-dire le souci justement de cette formation de soi que vous trouvez dans les dialogues de Platon. J'ai cité l'autre jour le dialogue Alcibiade, qui est tout à fait typique. Bon. Trouver un équilibre aussi entre le propre, ce qui nous est propre, et ce qui est étranger. Ce qui est étranger. Et Goethe en particulier était très soucieux, n'est-ce pas? Lui qui était tellement passionné par les littératures étrangères et qui a émis pour la première fois l'idée d'une littérature mondiale, eh bien, disait en même temps, oui, très bien, il faut s'ouvrir à ce qui est étranger, mais à condition que ça ne nous fasse pas perdre notre centre de gravité. Donc, toujours ce souci d'équilibre. Et je dirais que c'est une époque où on a été particulièrement sensible, et on ne l'est plus peut-être autant, à la différence entre la culture, c'est-à-dire le patrimoine culturel. C'est à ça que nous pensons aussi quand nous parlons de la culture. Hein, les arts, la musique, le théâtre, tout, bref, tout le patrimoine culturel. Et puis, le fait de se cultiver. Alors, ça a l'air la même chose. Non, justement. Les penseurs dont je vous parle étaient très attentifs au fait que l'immensité de la culture, et puis de nos jours c'est encore plus gigantesque, n'est-ce pas? Vous avez les littératures étrangères, vous avez les musiques qui viennent d'un peu partout, c'est colossal. Donc, ils étaient très attentifs à la nécessité que l'immensité de ce patrimoine ne contrarie pas le fait d'être capable de se cultiver. Parce que se cultiver, ça ne veut pas dire absorber un maximum de choses, n'est-ce pas, le plus longtemps possible et nuit et jour. Ça n'est pas se gaver, c'est être capable d'assimiler les éléments extérieurs qui vont permettre d'enrichir ce processus de formation. Ce qui veut dire que ce processus suppose un dosage, n'est-ce pas? Suppose qu'on soit capable de savoir ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait du mal. Donc d'exercer un discernement sur ce que l'on absorbe. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'aujourd'hui, je pense que nous avons, n'est-ce pas, une boulimie culturelle. Véritable boulimie. C'est bien en même temps, c'est très bien. Mais il ne faudrait pas que cette boulimie contrarie ce processus de formation. Et en ce sens, je vous invite vraiment à lire ces grands textes classiques que je vais citer. Alors, parce que ce sont des modèles, justement, d'équilibre entre ces deux extrêmes. N'oubliez pas que c'était la mode à l'époque dont je vous parle, c'est-à-dire, disons, la fin du 18e et la totalité, on peut dire, du 19e. C'était la mode du roman d'apprentissage, ce qu'on appelait à l'époque le roman d'apprentissage, dont le William Master de Goethe est l'exemple typique. Eh bien, c'est un roman qui raconte, justement, et vous voyez qu'on revient à cette idée d'identité narrative. C'est un roman qui raconte les diverses étapes de cette formation. Alors, au contact des maîtres, évidemment, de ceux qui vont jouer un rôle important dans cette formation, mais aussi de la vie, et en particulier de la vie affective, de la naissance des sentiments. Et c'est aussi grâce au voyage. Vous avez tout ça, hein, et vous avez, d'une certaine façon, ça aussi dans les grands, je pense au Télémaque de Fénelon, par exemple. Bon, les grands romans de formation, vous avez ça aussi dans certains romans de Hermann Hesse aujourd'hui. Hein, Narcisse et Goldmund, par exemple, ou Le jeu des perles de verre. On vous raconte comment cette formation s'effectue, quels sont les obstacles qu'elle rencontre, et quels sont les alliés aussi qui lui permettent de réussir. Donc, je pense en particulier aussi
au fameux voyage en Italie de Goethe, qui est un pur chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Ce voyage en Italie, au cours duquel Goethe raconte, par le menu, n'est-ce pas, comment il s'est formé lui-même au contact des chefs-d'œuvre de l'art italien, mais aussi des paysages et de la nature. Je ne résiste pas au plaisir de vous en lire un petit extrait. C'est en particulier ce qu'il raconte de son voyage à Rome. En dehors de Rome, dit-il, on n'a aucune idée de la manière dont on y est éduqué. Il faut, pour ainsi dire, renaître. Et vos idées antérieures vous apparaissent comme une défroque d'enfant. La renaissance qui me transforme du dedans agit d'une manière continue. Certes, je comptais apprendre ici quelque chose de bien, mais je ne pensais pas être obligé de retourner si loin à l'école. Il a 38 ans à l'époque. De désapprendre tant de choses, voire même de refaire une éducation de fond en comble. Et ça s'appelle, il le dit lui-même, je m'exerce. Je m'exerce. Comme un apprenti. Je m'exerce, je travaille tous les jours. Bon. Et il écrit à un de ses proches à ce moment-là, je vais très bien. Je me retrouve de plus en plus moi-même et j'apprends à distinguer ce qui m'est propre et ce qui m'est étranger. Je travaille assidûment. J'amasse de tous côtés. Il amasse des œuvres d'art, etc., etc. Et je me développe de mon propre fond. Ouais. Quelle plus belle définition de la culture, hein. J'amasse de tous côtés, là la boulimie, et Goethe était très boulimique, et je me développe de mon propre fond. C'est-à-dire que l'un nourrit l'autre. Hein. Il n'y a pas d'antagonisme. Ça, c'est extraordinaire. Au fond, il dirait simplement « je me cultive », c'est exactement ce qu'il fait. Et on voit à ce moment-là que se cultiver, pour l'homme de 38 ans qu'il est déjà, et qui est déjà très cultivé, eh bien, c'est l'œuvre d'une vie. C'est la raison d'être de sa propre existence. Alors, cet idéal classique, mais je ne vois pas en quoi nous ne pourrions pas encore nous en inspirer, hein, ça n'a rien de désuet. Cet idéal classique est très présent dans la longue correspondance que Goethe échangera avec le poète Schiller pendant presque 10 ans. Et ce que l'on voit dans cette correspondance, c'est un autre élément de la culture, c'est le dialogue. Le dialogue avec un ami exceptionnel, privilégié. C'est l'importance de l'amitié, d'une amitié fondée pas sur l'échange de petites confidences sentimentales ou de problèmes d'état d'âme. C'est une amitié fondée sur une grande admiration réciproque, sur une grande estime réciproque. Et ce qui est passionnant dans cette correspondance, c'est de voir avec quelle humilité chacun, ils sont quand même déjà très célèbres l'un et l'autre, hein, s'en remet à l'autre de le former. Et lui dit, apprends-moi, apprenez-moi ceci, corrigez-moi sur ce point, dites-moi ceci si cela va ou si cela ne va pas dans ce que j'écris, etc., etc. Donc c'est un exemple tout à fait exemplaire de la manière dont deux hommes de grande culture sont à l'écoute de l'autre pour dire « apprenez-moi quelque chose sur moi-même que je ne connais pas ». Donc, ce que l'on voit là, évidemment qui se situe à un niveau tout à fait exceptionnel, mais c'est aussi un élément de la culture à travers le dialogue avec autrui et à travers l'absence de complaisance avec soi-même, c'est-à-dire ce dialogue étant animé par la volonté. Alors, quelle volonté? Eh bien, c'est la volonté de devenir meilleur. Devenir meilleur, voire même devenir excellent. Tout en cultivant en soi les vertus morales, capable de pondérer, de modérer ce que cette excellence pourrait comporter d'arrogance. Donc là aussi, la culture, c'est cet équilibre, n'est-ce pas? J'aspire à être très bon, meilleur, et sur tous les plans, éthiques aussi, hein, mais à condition que cette excellence ne me rende pas arrogant, n'est-ce pas?
humiliant pour les autres, etc. C'est ça la culture aussi. Et c'est ce qui fait que la plupart des gens extrêmement cultivés qu'on peut croiser sont en général très soucieux, justement, d'abord de ne pas faire étalage de leur culture, et ensuite de faire que dans leur culture, rien ne blesse autrui. Alors, on a là un exemple extraordinaire de délicatesse. Vous savez ce que Hannah Arendt dit, le tendre souci, n'est-ce pas? De délicatesse à l'égard d'autrui, de ne pas blesser, mais en même temps de dire ce qu'il faut dire pour que l'autre s'améliore. Donc, la culture ne va pas, à cette époque, sans la recherche de cet idéal d'excellence. Ce qui veut dire aussi que ça nous interroge directement, ça nous interpelle directement. Ça nous interpelle parce que la culture, telle qu'on la conçoit, alors, n'implique absolument pas le renoncement à l'excellence, sous prétexte qu'elle favoriserait des comportements élitistes incompatibles avec les sociétés de masse actuelles. Et ça, je ne vais pas vous faire de dessin, vous savez très bien que c'est un des très gros problèmes actuels. Est-ce que nous devons renoncer à l'excellence, ou bien est-ce que cet idéal d'excellence doit être maintenu à condition, effectivement, d'une part, que les passerelles vers cette possibilité soient plus nombreuses, bien sûr, et à condition aussi que cet idéal d'excellence ne soit pas un idéal d'arrogance, de supériorité sociale, mais au contraire de culture au sens profond du terme, c'est-à-dire vers davantage de quoi? D'humanité, tout simplement, vers davantage d'humanité. Et cet idéal d'excellence, on le retrouvera exacerbé chez Nietzsche, mais dans le même esprit, absolument dans le même esprit. Nietzsche lui-même était quelqu'un de modeste, de très modeste socialement, qui vivait même pauvrement et qui n'avait absolument aucune arrogance sociale. Mais dans le même texte que j'ai cité, Nietzsche dit « La vraie culture est celle qui s'attache à la nature aristocratique de l'esprit ». Or, cette nature aristocratique, elle est présente en chacun de nous. Ce n'est pas un problème de classe. C'est un problème je dirais, lié aux potentialités humaines elles-mêmes. De la même façon que dans le bouddhisme, on enseigne que tout homme, tout être humain a la nature de Bouddha, même le pire criminel, eh bien, on peut dire que tout homme a en lui cette possibilité d'excellence qui ne consiste pas forcément à passer par l'ENA ou je ne sais trop quelle école d'excellence présupposée, mais qui peut se retrouver aussi dans l'exercice d'un métier, etc. Et je vous rappelle que cet idéal d'excellence était par exemple celui des corporations au Moyen-Âge. Et reste par exemple l'éthique d'un certain nombre de ces corporations qui existent toujours aujourd'hui, les compagnons du devoir, etc. Bon. Donc, je dirais que la culture, ainsi entendue, c'est non seulement ce qui permet à chacun de trouver sa forme propre, Bildung, la forme propre, donc effectivement une construction, mais pas avec ce côté rigide qu'il peut y avoir, ce côté plastique plutôt, et par cela même de résister au conditionnement collectif. De résister aux conditionnements collectifs qui sont aujourd'hui requalifiés en culture de masse. On appelle ça élégamment culture de masse, personne ne sait bien ce que ça veut dire d'ailleurs, mais en fait on s'aperçoit que ce sont surtout des conditionnements collectifs. Alors il faudrait, et je vais en avoir fini avec ce point, il faudrait, je vous le conseille vivement, relire dans cet esprit les magnifiques Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme de Schiller, ouvrage paru en 1795, pour comprendre que les questions que l'on se posait déjà à cette époque demeurent les nôtres. À savoir, et ça aussi, la culture, c'est de faire le lien entre le passé et le présent. Il n'y a pas, ou alors il n'y a pas de culture. C'est de pouvoir aller de l'un à l'autre librement, sans contrainte.
il y a des auteurs du passé qui nous sont bien plus proches que certains contemporains. Bon. Les questions que l'on se posait, comment concilier, et Schiller en particulier se les posait, comment concilier éducation de et par la raison, hein, il y a une part de l'homme qui est purement rationnelle, l'homo rationale d'Aristote, et culture du sentiment, de la sensibilité, qui est non moins précieuse. Bon. Comment concilier les deux? Est-ce que vraiment aujourd'hui nous sommes attentifs à cet équilibre? Comment faire pour que la culture n'engendre pas de nouvelles formes de barbarie? Bon, nous savons très bien, après la Seconde Guerre mondiale surtout, que rien n'est joué, hein, et qu'une culture peut à un moment donné se retourner et former des actes et des comportements qui ne relèvent plus de l'humanité mais de la barbarie. Comment s'ouvrir au monde sans cesser d'être soi? Et Schiller disait à cet égard, l'antagonisme des forces est le grand instrument de la culture. Donc cette tension, hein. Mais il n'en est que l'instrument. Car aussi longtemps qu'il dure, on n'est encore que sur la voie qui mène à celle-ci. Donc il ne faut pas transformer un instrument en finalité de la culture. Le but de la culture, c'est de trouver un équilibre, une harmonisation de cet antagonisme. Mais sans cet antagonisme, il n'y a pas de culture, parce qu'il n'y a rien à cultiver. Parce qu'on fait, si je puis me permettre un mauvais jeu de mots, de la monoculture. La monoculture, c'est-à-dire qu'on ne va que dans un sens. Et nous verrons que c'est une des grandes raisons de la crise de la culture actuelle, justement. Alors, deuxième aspect, deuxième sens du mot culture, je serai un peu plus brève à ce sujet, puisque je voudrais avoir le temps de parler de la crise de la culture, justement. C'est le sens anthropologique du terme. Anthropologique, sociologique, voire même ethnologique du terme. Alors, le grand ethnologue et philosophe aussi à ses heures, Claude Lévi-Strauss, définissait ainsi la culture dans ses entretiens avec Georges Charbonnier, qui est un livre ancien mais toujours d'une grande actualité. Il disait, la culture, au sens donc anthropologique, c'est l'ensemble des relations que, dans une forme de civilisation donnée, les hommes entretiennent avec le monde. L'ensemble des relations que, dans une forme de civilisation donnée, les hommes entretiennent avec le monde. Donc, l'ensemble des relations, ça dit tout et presque n'importe quoi. Ça veut dire qu'au fond, toutes nos façons d'être, privées et publiques, sont plus ou moins modelées par un modèle collectif. Ce que les anthropologues américains, comme Margaret Mead, appelaient la personnalité de base. Chaque culture a plus ou moins une personnalité de base. Bon. Et vous vous apercevez à ce moment-là, immédiatement, que culture et civilisation ne sont pas très différentes. Bon, on peut aussi dire qu'une civilisation, c'est aussi un ensemble de modes de vie, de modes de pensée, de croyances, etc. Donc, dans cette perspective, culture et civilisation peuvent être considérées comme équivalentes. C'est aussi le point de vue, par exemple, de Samuel Huntington, qui a été rendu célèbre par ce fameux ouvrage « Le choc des civilisations », hein, paru en 1996, enfin dans la version américaine. Et dans cet ouvrage, Huntington dit que civilisation et culture se réfèrent à la manière de vivre en général. Une civilisation est une culture au sens large. Donc, vous voyez, ce serait simplement une question de proportion. La culture serait un sous-ensemble de la civilisation. Bon. Donc, il faut savoir qu'effectivement, on peut utiliser le mot civilisation comme
équivalent du mot culture. Bon. Ça, c'est un vaste débat. Je ne pourrais aujourd'hui y faire que des allusions de ce type. Mais nous savons aussi que la notion de civilisation comporte un sens que je qualifierais de normatif. Normatif, ça veut dire qu'il indique une norme, donc une valeur à respecter. La civilisation, ça n'est pas simplement un état de fait qui serait synonyme de culture. Comment les hommes vivent, comment ils mangent, quels rites funéraires ils respectent, etc. La civilisation comporte aussi un sens normatif qui veut dire que nous mettons derrière ce mot un idéal. Un idéal. Et nous opposons à ce moment-là les civilisés, les barbares ou les sauvages. Donc, qu'est-ce que ce serait la civilisation? Dans ce sens, c'est ce qui est capable de faire évoluer l'homme de son stade, de son état barbare ou sauvage, bon, tout dépend le sens qu'on donne au mot, à un état civilisé, c'est-à-dire vers quoi? Vers une plus grande humanité. Quand nous employons aussi aujourd'hui, quand nous disons aujourd'hui ce sont des barbares, ça veut dire que ce ne sont pas des gens civilisés. Bon. Et ça nous arrive aussi de le penser et de l'employer, et pourquoi pas d'ailleurs. Bon. Donc, nous nous apercevons à ce moment-là, alors évidemment, la question qui se pose, c'est mais selon quels critères vous en jugez? Hein? Selon quels critères? Qu'est-ce qui vous permet de dire que quelqu'un est plus civilisé que l'autre? Et vous allez voir les questions évidemment cruciales que pose cette conception de la culture. Mais nous nous entendons, nous savons bien ce que nous disons à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a des comportements, il y a des actes qui ne sont pas dignes de l'humanité, et nous considérons que la culture, c'est ce qui permet, comme la civilisation, d'éliminer ces comportements, de les dompter, de les corriger, etc. Donc, nous apercevons à ce moment-là que le mot culture, au sens que j'ai défini en premier, hein, cette formation de l'individu, et la culture au sens, et la civilisation au sens normatif du terme se rejoignent. Ça veut dire qu'au plan collectif, nous pensons qu'il peut y avoir une amélioration globale de l'humanité. Nous, c'est toute l'idée du progrès, au sens avec un grand P. Hein. C'est toute l'idéologie des Lumières qui postule un passage de l'état de barbarie à l'état de civilisation. Bon. Donc, nous pensons que collectivement, l'humanité est susceptible de passer d'un état sauvage, barbare, à un état que nous disons à ce moment-là indifféremment de culture ou de civilisation. Et c'est quand même un grand espoir, hein, une grande espérance. Je veux dire par là que si nous l'abandonnions totalement, je ne vois pas finalement ce que nous continuerions à faire sur Terre, parce que franchement, bon, et d'ailleurs, je constate qu'un certain nombre de penseurs, parmi lesquels Rémi Brague, commence à se la poser cette question. Hein. Est-ce que la présence de l'homme sur Terre, si cet idéal de civilisation est abandonné, se justifie, compte tenu des dégâts qu'elle fait au niveau écologique? Bon. Donc c'est une question dérangeante quand même, ça, hein, mais importante. Et pour en venir à Lévi-Strauss, il a beaucoup insisté, comme la plupart des anthropologues d'ailleurs, sur le fait que cette approche anthropologique de la culture suppose que l'on soit capable de rompre avec ce qu'il nomme, et ce que les anthropologues nomment, l'ethnocentrisme. Ethnocentrisme. Notion très à la mode dans les années 70-80. Qu'est-ce que c'est que l'ethnocentrisme? C'est l'équivalent collectif de l'égocentrisme. C'est juger, approcher, juger, condamner, parfois, les autres cultures au nom de sa culture propre. C'est être incapable de se décentrer de sa propre culture.
langage populaire dirait voir midi à son clocher. Hein. En fait, juger le monde à travers sa petite chapelle, voilà. Donc, un des grands apports de l'anthropologie culturelle, depuis, disons, les années 50 à peu près, c'est d'avoir sensibilisé l'opinion à cette question de l'ethnocentrisme. Bien. Donc, ça veut dire que, en tant que savant, en tout cas un ethnologue à une démarche scientifique, on doit être capable d'aborder les cultures étrangères avec une objectivité, une impartialité qui est celle de l'homme de science. Et nombre d'études en témoignent, à commencer par celle de Lévi-Strauss sur la parenté, sur les structures de la parenté, par exemple. Mais, dans le même temps, se pose une autre question. Est-ce qu'on peut comprendre une culture étrangère sans un minimum d'empathie, voire de sympathie? Sympathie ne veut pas dire qu'on est d'accord. Sympathie veut dire étymologiquement, sympathein, ça veut dire souffrir avec. Ça veut dire éprouver ce que les autres éprouvent, ou essayer de se rapprocher de ce qu'ils éprouvent, qui permet d'appréhender de l'intérieur une culture. Donc vous voyez l'acrobatie, au fait. Il faut à la fois être objectif pour cesser d'être ethnocentrique, mais en même temps, si on reste simplement objectif, on ne comprendra pas de l'intérieur une culture étrangère. Bon, je vous ferai remarquer que dans les relations aux autres, c'est une double exigence qui nous est demandée en permanence, hein, en tout cas qui serait souhaitable d'observer. Donc ce sont là des difficultés auxquelles sont confrontés les anthropologues et qui restent les nôtres face à des comportements que nous réprouvons, par exemple, ou dont nous ne comprenons pas le sens. Ce qui veut dire aussi que si nous parvenons à comprendre de l'intérieur une autre culture, nous ne pouvons plus la juger, puisque nous la comprenons. D'où cet autre résultat, cette autre conséquence de l'approche anthropologique des cultures, c'est le relativisme généralisé. Nous sommes en plein dedans, là. Ça veut dire toutes les cultures se valent. À partir du moment où elles ont une cohérence, elles ont une histoire, elles ont des valeurs, même si ces valeurs ne sont pas les nôtres, nous avons affaire à des objets d'étude, en quelque sorte, qui méritent qu'on s'y attarde et qui, si elles sont véritablement comprises, ne doivent pas être jugées. Donc, à la limite, au fond, l'anthropophagie, il y avait des raisons à ça, des raisons rituelles, etc. Tout a des raisons. Tout a des raisons. L'excision, il y a sûrement des raisons culturelles, bon, etc. Donc, vous voyez que les conséquences de l'approche anthropologique dans sa double dimension, compréhension et refus de l'ethnocentrisme, ça a des conséquences que nous constatons tous les jours. Tout se vaut, tout s'équivaut, tout est respectable, tout a un sens, encore faut-il le comprendre, mais tout a un sens. Bon. Et ça n'élude pas la question. Je ne vous dis pas que je suis personnellement convaincue de ça, mais je vous le dis tel que je le sais. Bon, alors, en admettant effectivement que toutes les cultures se valent, sur un certain plan sans doute, est-ce qu'elles sont pour autant compatibles dans un espace et un temps donné? C'est autre chose. Hein. D'accord, elles se valent pas, elles se valent, mais sont-elles compatibles? Voilà une des questions que pose le multiculturalisme, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui le multiculturalisme. Bon. Pourquoi?
parce que c'est un terme qui désigne la cohabitation, alors plus ou moins forcée, en tout cas ça n'a jamais été un processus délibéré, volontaire, de cultures différentes sur un territoire qui comporte en même temps, en général, une dominante culturelle qui est liée à l'histoire de ce territoire, n'est-ce pas? Donc, le multiculturalisme aujourd'hui, c'est pour beaucoup la superposition, en fait, du modèle américain et du modèle européen. Et une superposition qui marche tant bien que mal, puisqu'effectivement, le modèle américain est fondé sur cette cohabitation, alors que le modèle européen est fondé sur d'autres bases, n'est-ce pas? Alors, le tout étant rendu encore plus délicat par le fait que la mondialisation laisse aujourd'hui supposer que l'humanité s'achemine vers un modèle culturel unique, celui de la consommation à l'échelle planétaire. Alors, ce modèle, on vous le présente souvent en vous disant, mais c'est formidable, parce qu'il va supprimer toutes les tensions. À partir du moment où les gens ne seront plus que des consommateurs qui achètent, je ne cite pas de marque, qui achètent ceci et cela, X et Y, à New Delhi, à Pékin, à Paris, à Londres et à San Francisco, pourquoi voulez-vous qu'ils s'entretuent? Pourquoi voulez-vous? Non, c'est formidable. Ça va être au contraire la paix à travers ce modèle unique de consommation. Ça va venir à bout des tensions interculturelles. Alors, on n'en sait rien. Je dirais que le modèle de consommation est en marche depuis quand même beaucoup de temps, et on ne peut pas dire que sur le terrain, les tensions interculturelles se soient aplanies, que ce soit au sein de chaque pays ou que ce soit à l'échelle mondiale. Donc apparemment, c'est un modèle qui n'est pas très performant de ce point de vue-là. Mais la vaste question qui se pose d'un point de vue culturel, et qui concerne aussi le rapport des régions dans chaque pays avec l'État, avec le pouvoir central, il se peut tout aussi bien que cette menace de voir un modèle unique s'imposer partout renforce les identités culturelles locales, régionales, nationales. On n'en sait absolument rien. Nous sommes dans une phase d'étude, de prospection, d'expérience. Et Lévi-Strauss lui-même, qu'il faut vraiment relire aujourd'hui, parce qu'il a dit des choses étonnantes qu'on a un peu oubliées, eh bien, Lévi-Strauss formule cette exigence dans Race et Histoire. La civilisation mondiale ne saurait être autre chose que la coalition à l'échelle mondiale de cultures préservant chacune leur originalité. Alors ça, c'est évidemment la gageure. Est-ce que nous allons vers ça? Est-ce qu'on va y arriver? Pourquoi? Parce que chaque culture, aucune culture de celles que nous connaissons, à part cette pseudo-culture de la consommation mondiale, eh bien, aucune culture n'a jamais été fondée exclusivement sur des modèles économiques et commerciaux. La plupart des grandes cultures ont été fondées sur quoi? Sur des mythes fondateurs, sur des grands mythes fondateurs. Des mythes qui avaient souvent une connotation religieuse. Donc aussi sur des grands récits religieux qui servaient de ciment à toute une collectivité. Je laisse de côté la question croire, pas croire. Sociologiquement, les religions ont joué ce rôle de ciment. Et d'autre part, ces mythes fondateurs et cette base religieuse ont longtemps fourni aux arts leur inspiration, leur modèle et leur inspiration. L'Europe, à cet égard, enfin, il n'y a qu'à regarder les musées, il n'y a qu'à regarder ce qu'on trouve dans les villes, n'est-ce pas? Le modèle d'inspiration qui a prévalu jusqu'à l'époque moderne est issu du christianisme et de l'Ancien Testament. Donc c'est, je veux dire, il n'y a même pas à discuter, c'est évident, ça se voit partout. D'où le
lien très fort entre culture, art et religion. Chaque grande culture a été cimentée par ce lien. D'où, évidemment, la grande inconnue, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est possible qu'une culture mondiale, fondée sur l'économie, la consommation, n'est-ce pas, eh bien, subsiste si elle ne parvient pas aussi à se réenraciner dans ce qui a été le socle de toutes les grandes cultures, c'est-à-dire ce fondement mythologique, religieux, artistique, qui a véritablement, et qui, je vous le fais remarquer, qui est ce que nous admirons aujourd'hui dans toutes les grandes cultures du passé. Quand nous allons dans les musées, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ça. Et nous voyons aussi un certain nombre d'objets quotidiens qui témoignent qu'il y avait aussi une culture populaire. Ça, c'est très important, d'aller voir aussi les musées de culture populaire, les musées d'art populaire. Parce qu'on s'aperçoit que chaque grande culture a accordé aussi une importance à la vie au quotidien. Et quand vous voyez, par exemple, certains musées grecs, mais pas seulement, je pense au musée du paysan roumain à Bucarest, qui est un musée absolument extraordinaire, où l'on voit que la culture, c'est-à-dire le sens du beau, le sens de l'innovation, le sens des formes, eh bien, était présent aussi dans les arts populaires. Donc, loin de moi la pensée de vous dire, bon, il y a Goethe, Schiller, il y a les grands, et puis, bon, il y a les tout petits. Non, la culture touche tous les aspects de la vie quotidienne. Et évidemment, on s'interroge sur ce que nous laisserons dans les musées en matière de culture populaire à l'avenir. Bon, ça c'est une grande inconnue. Alors peut-être une brosse à dents Stark ou un presse-orange, mais à part ça, nos objets de consommation quotidien sont d'une incroyable pauvreté par rapport à ce que nous voyons dans les musées. Nous voyons des objets d'une beauté absolument extraordinaire et qui n'étaient pas destinés aux riches, j'insiste, qui n'étaient pas des objets luxueux. Il y en a aussi, bien sûr, mais tout le monde ne mangeait pas dans des coupes en or ornées de pierres précieuses. Bon. Alors, voilà sur cette première partie. Je tiens à peu près les temps. Donc, deuxième partie, en quel sens parler de crise de la culture? Crise de la culture. Alors, je me réfère en disant cela au titre général de ces trois interventions, crise intellectuelle du monde moderne ou postmoderne, et plus précisément à l'ouvrage de Hannah Arendt, que j'ai déjà cité, mais pas seulement. Car plus on lit sur cette question, plus on s'aperçoit que cette crise doit être mise en relation avec les deux sens du mot culture que je viens de définir. C'est-à-dire qu'elle touche aussi bien le sens 1 que 2, donc la question de la formation individuelle, que la culture au sens général, c'est-à-dire l'ensemble des modes de vie, croyances, modes de pensée, etc., d'une collectivité à une époque donnée. Donc il est évident que, de par ma position, qui est aussi la vôtre, nous nous intéresserons surtout à la culture dite occidentale, qui se répand, comme vous le savez, dans d'autres pays que ceux d'Europe, et qui, par ricochet, affecte aussi certains autres pays. Je pense en particulier à tous les pays qui ont subi une occidentalisation massive. Il y a eu, par exemple, au Japon, à partir de l'ère Meiji, il y a eu une occidentalisation qui a bouleversé les fondements de la culture japonaise traditionnelle et qui les a mis en danger. Mais il se trouve que les Japonais ont été extrêmement réactifs, et pas réactionnaires, réactifs. C'est-à-dire qu'ils ont réagi à ce risque et qu'ils ont cherché justement dans les fondements de leur culture traditionnelle ce qui pouvait les préserver d'une
désidentification totale et d'une espèce de basculement vers une modernité complètement anarchique et dont il ne voulait pas, tout simplement. Bon. Donc il ne faut pas sous-estimer le fait que la crise qui affecte plus spécifiquement la culture occidentale, depuis, on pourrait dire, depuis la fin du XIXe siècle, si on pense à des propos comme ceux de Nietzsche que j'ai cités, mais avec ce moment capital qu'a été la guerre de 14. Bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale a apporté ce traumatisme terrifiant que l'on formule toujours de la même manière. La culture de l'Europe, parmi les plus raffinées, n'a pas permis d'arrêter la barbarie, c'est la formule classique, d'où le traumatisme devant cet état de fait. Mais on peut dire que le grand choc, ça a été la guerre de 14, ça a été la découverte, n'est-ce pas, que l'Europe était fragile, et d'où la fameuse formule de Valéry, que vous connaissez sans doute, nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels, et il faut relire bien sûr ce texte admirable de Valéry, écrit en 1919, La crise de l'esprit, n'est-ce pas, qui est publié dans Variétés 1 et 2. Bon, mais il ne faut pas sous-estimer le fait aussi que si certaines cultures peuvent être affectées par l'occidentalisation dans laquelle elles se sont jetées d'elles-mêmes ou qu'on leur a imposée, je pense à l'Iran aussi bien sûr, elles peuvent aussi avoir leurs propres raisons de crise. Je pense au monde arabo-musulman, par exemple, qui a ses propres raisons de crise. Que je sache, ce n'est pas par ricochet de la crise occidentale que les sunnites et les chiites s'entretuent. C'est un problème local, c'est un problème qui leur appartient. Donc chaque culture, j'allais dire, a ses propres raisons de crise, mais parfois il se trouve qu'elle récolte aussi, elle hérite d'un certain nombre de questions qui lui viennent d'ailleurs. Donc, toute crise, en général, d'abord, il faudrait peut-être redéfinir ce qu'est une crise rapidement, n'est-ce pas ? Généralement, on conçoit une crise comme un état préfigurant une maladie. Ce n'est pas faux. Une crise, effectivement, c'est un état qu'on dit critique, c'est-à-dire de déstabilisation qui peut laisser penser qu'une maladie va s'installer et peut-être la mort va s'en suivre. Mais ça n'est pas le seul sens du mot crisis. Crisis est parent du verbe krinein, discerner. Ça veut dire que dans toute crise, il y a aussi une possibilité de discernement qui se présente. Et c'est à chacun de la saisir, cette occasion, cette opportunité. Donc on ne peut pas considérer une crise seulement comme une maladie, ou qui préfigure une maladie, et qu'il faudrait absolument soigner tout de suite. Curieusement, il ne faut peut-être pas, justement, il faut la laisser exploser, la crise, pour que, justement, on ne donne pas le médicament qui va occulter les symptômes, mais qu'on les laisse se manifester. Parce qu'une fois qu'ils se seront manifestés, le discernement va pouvoir s'exercer, c'est-à-dire repartir vers autre chose de nouveau. Lisez donc, ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais le bon usage des crises, le petit livre de Christiane Singer, qui est une romancière talentueuse, malheureusement disparue récemment, du bon usage des crises. C'est un excellent